Bonjour à toutes et à tous, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM. C'est un énorme plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois ce dimanche pour un autre numéro de votre émission L'Entretien du Dimanche. L'Entretien de ce dimanche a décidé de parler justement de la question de la précollecte, de la collecte et du traitement des déchets, puisque vous savez très bien que dans notre pays, il y a une dynamique en cours dans le domaine donc de la précollecte, de la collecte et du traitement des déchets. Nous en parlerons avec un expert international. Il est rudologue, il est un spécialiste donc de la question de la gestion des déchets. Il est un expert de la Banque mondiale avec lui. Comme je l'ai dit, nous parlerons vraiment de ce secteur dans tous les détails avec la législation y afférente et avec les réalités du terrain. Son nom, c'est Petrus Daou. Les 52 prochaines minutes seront donc en sa compagnie. Monsieur Daou, bonjour. Bonjour, monsieur Avalo. Merci de passer sur le plateau de l'entretien du dimanche. Merci à vous. Alors, c'est vrai que c'est la première fois que moi-même, j'entends parler d'un rudologue. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Nous allons en profiter pour en parler avec vous, monsieur Petrus Daou. Qu'est-ce qu'un rudologue? Un rudologue, c'est un ingénieur de gestion des décombres. Les décombres entendus, les déchets, les décombres qu'on trouve dans les grandes industries, les décombres après des catastrophes naturelles comme séisme, inondation. Et donc, on a besoin d'un rudologue, d'un spécialiste pour évaluer, étudier tous ces décombres-là et proposer des solutions adéquates à tous les niveaux, à tous les partenaires et parties prenantes du secteur de la gestion des déchets en vue donc d'améliorer. C'est souvent lié à la notion d'économie circulaire qui veut dire qu'on peut partir donc des décombres pour trouver au sein des décombres des ressources propres à sa gestion pour ne pas trop dépenser, pour ne pas trop investir dans cette nuisance-là, mais qui devient également une opportunité d'emploi. Mais qu'est-ce que vous cherchez au Bénin? Il n'y a pas de décombres au Bénin, monsieur Petrus Daou. Bien sûr, en 2010, il y a des décombres, des décombres au Bénin. Les déchets solides ménagers sont déjà des décombres. Lorsque ce n'est pas bien géré, eh bien, on fait face à ce que on appellerait montagne de déchets. Donc, vous avez les dépotoirs sauvages. Vous avez vu la berge lagunaire inondée par des déchets du fait du dysfonctionnement du système à un niveau donné. Et puis, en 2010, nous avons eu l'inondation de 2010 qui a facilité la création du projet Pugému, où les déchets se sont retrouvés dans les exutoires d'eau naturelle pour obstruer l'écoulement des eaux et inonder un peu partout. Et donc, on a besoin d'un rudologue pour étudier toutes ces questions-là, proposer des stratégies adéquates pour la gestion des déchets. Donc votre présence au Bénin se justifie largement. Vous avez une certaine utilité pour notre pays. Tout à fait, tout à fait. Je suis très attaché. C'est vrai que j'ai travaillé dans beaucoup de pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, en Europe aussi, où je vais de temps en temps. Mais je reste attaché au Bénin parce que c'est ma patrie. Oui, donc c'est vrai, aujourd'hui, il n'y a pas dans nos universités une formation. Justement, j'allais vous poser la question, comment on devient rudologue? Il faut, c'est Bac+5. Et en Afrique, au Bénin, en Afrique de façon générale, il n'y a pas encore un référentiel adéquat en matière de formation d'un rudologue. Moi, j'ai dû faire mes formations non seulement en Belgique, mais à l'université. Et je suis diplômé de l'Académie de Nantes à l'université Le Maine. Et donc, qui depuis 1972 a créé, Jean Gounier a créé la discipline de rudologue. Depuis 1972. Bon, vous voyez un peu le retard par rapport à nous autres. Jusque-là, il n'y a pas, depuis 1912, là-bas. Voilà. Et en là, 2024, on n'en parle pas encore sérieusement. Oui. D'accord. Vous êtes le seul rudologue au Bénin? Au Bénin, je sais je connais un, Philippe Adeinka, qui avait fait également des études dans ce sens-là. Et puis en Afrique, j'en connais d'autres au Sénégal, mais pas au Bénin. Je ne sais pas, je sais qu'il y a des formations qui se rapprochent un peu
la formation de la rudologie, mais de façon spécifique, je n'en connais pas assez. D'accord. Alors, Monsieur Petrus Daou, nous avons retenu de parler avec vous aujourd'hui de la problématique de la précollecte, de la collecte et du traitement des déchets. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont les déchets sont gérés dans notre pays? Je voudrais déjà vous dire qu'on ne gère pas les déchets. Les déchets ne sont pas gérés. Vous avez dit qu'il y en a quand même dans le pays. Oui, et on ne les gère pas? On ne les gère pas. Quand je parle de la gestion des déchets, je ne parle pas de l'activité, de la collecte, uniquement, je ne parle pas uniquement de la pré-collecte, de la collecte et du traitement. Mais je parle des techniques, les stratégies, et je parle du financement, de comment est-ce que ce dispositif-là fonctionne. J'ai l'impression qu'on rame à contre-courant. J'ai l'impression qu'on... Alors, si on ne gère pas les déchets, comme vous dites, qu'est-ce qu'on fait alors? On ramasse les déchets. Ramasser, transporter, déposer ne suffit pas pour parler de la gestion des déchets. Si, par exemple, on rentre dans cette notion de gestion des déchets, on doit interroger le budget, on doit interroger les acteurs, on doit interroger le mécanisme de suivi et évaluation. Qui fait quoi? Parce que la gestion des déchets est une filière. Et au Bénin, les dispositions de la loi ont prévu que c'est en 3 opérations. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On constate que toutes les opérations, toutes les 3 opérations sont dans la main d'une seule et même personne pour décider de comment... Alors, il n'y a pas... Une seule et même personne? Qu'est-ce que vous voulez dire par là concrètement? Quand vous prenez la SGDS qui est créée au détriment des dispositions de la loi... Ah bon? Eh bien, bien sûr, on va en venir. Absolument. Eh bien, si vous posez la question, si on fait une évaluation au niveau de la SGDS, vous allez constater qu'en réalité, la SGDS gère les ressources financières des déchets et non les déchets. Et la différence? La différence, c'est que vous avez l'argent, vous pouvez faire ce que vous voulez faire, mais vous ne faites pas ce que vous devez faire pour impacter réellement l'activité. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Après le projet PUGEMI, qui a tout mis en place, les équipements, les infrastructures, a renforcé les structures de pré-collecte, parce que les structures de pré-collecte, c'est des gens qui, après comment on dit, après que les services publics aient démissionné, aient déposé au tablier, dont je parle des voiries urbaines, c'était des jeunes gens qui ont écouté l'appel du gouvernement à l'époque pour se constituer, pour innover, pour créer la précollecte. C'était en 2011 Non, c'est déjà à partir après la conférence. Ok, d'accord. Déjà, et jusqu'en 2010, 2020, on est arrivé donc à les renforcer. Et après 2011, le projet PUGEMI, ils étaient des ONG au départ, on a dit, mais non, et aujourd'hui, vous gagnez votre vie à partir de cette activité, devenez des PME, donc des petites et moyennes entreprises, organisées en GIE dans chaque arrondissement pour pouvoir contribuer à l'impôt et participer auprès des communes au financement des autres étapes de la filière. Donc, la précollecte est créée par des privés, par ces personnes-là qui se sont battues, qui sont restées dans le pays au moment où d'autres avaient la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'extérieur étudier. Ils sont restés, ils ont fait face à cette nuisance-là pour arriver aujourd'hui à mobiliser, pour le cas de Cotonou seul, 900 millions de francs CFA par an, ce qui représente presque la moitié du besoin de financement de la précollecte. Alors, aujourd'hui, ces acteurs, ces structures de précollecte bien reconnues par les TS et autres qui ont l'exclusivité de l'activité de la précollecte, eh bien, cette société est venue les envahir avec toutes les méthodes de ceci, cela, et donc... Vous voulez dire que ces groupements d'intérêt économique ont disparu, c'est ça, tout à l'heure? Bon, ils sont en train de se battre avec le soutien qu'on peut leur apporter, avec le soutien de la Banque mondiale, avec le soutien de tous ceux qui savent ce qu'ils ont été. Et donc, ils sont là, ils sont présents, mais ils vivent dans une certaine précarité du fait qu'on leur a ôté leur activité de façon, indûment. Et là, un acteur qui est créé comme la SGDS apparaît brusquement, s'accapare des infrastructures, des points de regroupement, centres de transfert,
les équipements de collecte, les camions lève-conteneurs ont été achetés, sont à la disposition des structures de pré-collecte et des mairies. Mais ils sont arrivés sans rien construire eux-mêmes, mettre la main sur toutes ces infrastructures. Quand vous dites qu'ils sont arrivés, c'est l'État qui a créé. Oui, l'État a créé. C'est une décision discrétionnaire de l'État béninois de créer une société pour gérer cette problématique, Monsieur Daou. Oui, l'État peut créer la société. Je vous dis, je vais vous donner un exemple. L'État a créé la société à partir d'un certain nombre d'études. Oui. Après les études de Pugému, il y a eu l'étude que la présidente de la République a commandité à un cabinet juriste pour faire l'évaluation et proposer et faire des préconisations en la matière. Et à partir de ça, il y a eu plusieurs tentatives, c'est-à-dire qu'on nous a parlé de modèle économique où il faut faire venir des grandes sociétés pour dire, bon, vous allez vous occuper des déchets. Ça n'a pas marché. Après, il y a eu une agence qui est créée pour parler de ce sujet. Moi, à la Banque mondiale, j'ai été dépêché pour un peu discuter avec eux. Je rencontre la directrice à l'époque, qui est Madame Dayon, qui m'a mis en contact ensuite au chef du projet, qui est Jean-Claude Grisoni, qui m'ont exposé ce qu'ils veulent faire, et je leur ai exposé, je leur ai dit, mais ce que vous voulez faire ne pourra pas réussir compte tenu du contexte, compte tenu des réalités et compte tenu des ressources, compte tenu des dispositions de la loi. Bon, il m'a été servi, et j'en ai l'habitude, pour avoir travaillé en tant qu'expert de la Banque mondiale, pour avoir travaillé avec certains cadres des ministères. On dit, bon, mais c'est l'autorité qui veut. On me dit, c'est le chef de l'État qui veut que ça soit comme ça. Mais je dis, mais vous-même, vous voyez que c'est bon. On me dit, mais non, mais c'est le chef de l'État qui veut que ça soit comme ça. Mais parce que justement, il défend l'intérêt général. Il pense, peut-être à tort ou à raison, je ne sais pas, mais que en créant une société, eh bien, on va beaucoup plus vers une certaine efficience. Peut-être que les groupements sur le terrain n'étaient pas efficaces. Oui, non, mais ça, c'est un autre problème. Oui. Et faire le procès des groupements d'intérêt économique, c'est passer à côté du problème. Et j'arrive à cette étude que la présidence a commandité, oui. Et qui a validé tout ce qui est en train d'être fait et a demandé un renforcement dans ce sens-là. Donc, il y a eu plusieurs tentatives qui n'ont pas marché. Et après, il y a eu la société LGDS. Mais c'est comme si le médecin juriste fait une ordonnance après son diagnostic et remet l'ordonnance à la présidente de la République qui prend l'ordonnance et crée le projet de modernisation avec l'objectif d'atteindre 100% d'ici 4 ans. Donc, je parle de 2017, d'ici 4 ans, à la collecte 100% des déchets. Et remet l'ordonnance à l'infirmier, je suis en train de caricaturer, aux infirmiers qui sont la SGDS. Ben, à partir de ce moment, l'autorité, le chef d'État a joué son rôle. Mais moi, je parle des acteurs, des cadres, ces infirmiers-là, qui sont à la SGDS, mais qui préfèrent acheter d'autres produits et qui préfèrent faire d'autres traitements. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas suivi l'ordonnance. Ils n'ont pas suivi l'ordonnance. Et en cela, quand vous allez faire une évaluation sérieuse, en tenant compte des critères d'évaluation, vous allez vous rendre compte qu'on montre et qu'on fait circuler les camions pour dire que les déchets sont en train d'être ramassés. Mais les déchets ne sont pas en train d'être gérés. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que l'opinion publique voit, nous voyons que chaque nuit, il y a quand même des Béninois qui ont trouvé de l'emploi, qui balaient les rues. On voit qu'il y a des déchets qui sont ramassés. On voit même que devant les ménages, on fait un certain ménage. Donc, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui se passe sur le terrain. Monsieur Daou, vous le voyez au moins vous-même? Non. Et il faut être au cœur du dispositif pour comprendre. Donc, ce que nous voyons là... Ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas différent de ce qui se passait par le passé. Avant, il n'y avait pas de camions qui ramassaient les ordures comme ça devant les ménages. Il y a des camions qui circulent, qui ramassent les déchets, qui fait que les déchets, on peut ramasser des déchets en pleine nuit. Les structures de pré-collecte étaient organisées parce que vous voyez l'activité de ramassage des déchets en plein jour. Ça, c'est une insuffisance technique. On n'a pas besoin de faire circuler les camions en plein jour. On ne ramasse pas nos parents ne balayaient pas en plein jour.
C'est la nuit qu'on se lève, on fait tout ce qui est nettoyage. Nous nous levons, nous circulons normalement et on constate seulement que notre ville est propre. Donc ce n'est pas ça en fait. Et donc ce qu'on voit, ça donne l'impression que c'est nouveau et on fait beaucoup de tapage médiatique autour de ça, comme si c'est aujourd'hui qu'on est en train de ramasser. Mais c'est depuis 90 que les voiries ont chuté, que les structures de pré-collecte sont en train de travailler. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met en chômage. Je vous dis, vous savez ce que cette société-là a fait pour démarrer? Premièrement, la société est allée vers les ménages pour dire aux ménages abonnés aux structures de pré-collecte, dont les GIE et les PME-GIE, dit aux ménages, ne payez plus les redevances que vous payez aux structures de pré-collecte. Est-ce qu'il y a une décision dans ce sens ou c'est juste une discussion? C'est une stratégie pour arriver à s'immiscer dans et prendre pour leur intérêt personnel les efforts des autres. Oui, mais Monsieur Daou, ce que vous dites là, il faut être très clair par rapport à ça. Oui. En fait, il n'y a pas eu une décision administrative qui interdit que l'on continue de payer aux structures. Vous voulez dire qu'il y a eu juste un travail qui a été fait pour amener les gens à ne plus continuer, c'est ça? Il n'y a pas eu une décision administrative comme par exemple le décret interministériel qui vient de sortir. Ouais. Mais par contre, c'est là je parle des cadres de cette société qui rament à compte courant des décisions. Par exemple, mais ce sont eux qui sont allés, comment on dit, mettre en place la gratuité. Vous imaginez, M. Abalo, il y a un acquis. C'est-à-dire que les privés sont arrivés à mobiliser le financement qu'il faut pour l'étape de la pré-collecte des déchets. Donc, je parle des structures de pré-collecte, des GIE, PME. Pendant des années, au prix de leur investissement personnel, à l'appel du gouvernement et tout, sont arrivés à mobiliser le financement de la pré-collecte pour permettre à ce que les communes fassent la collecte, transport et le traitement. Donc, il y a une partie quand même importante de la filière qui est prise en compte. Vous venez, vous dites aux gens, ne payez plus les redevances que vous avez l'habitude de payer. Parce que uniquement l'objectif, le but, était de parvenir à déposséder les autres de leur activité et de les prendre pour soi. Et ça se passe au niveau de la SGDS avec des cadres que nous connaissons bien et qui sont à l'aise et qui prennent le prétexte que c'est la volonté du chef de l'État, c'est ce que le chef de l'État veut. Sinon, vous voyez l'arrêté interministériel qui est sorti, on parlera de la loi. La loi, oui. Ça apparaît. Il y a une sorte de manque d'équité. Je ne parle pas... Dans l'arrêté oui, l'arrêté interministériel. Il y a un manque d'équité. Je ne parle pas de l'éthique, je parle de l'équité. Parce que l'arrêté dit, aujourd'hui, à partir de janvier, vous allez commencer par payer, vous allez commencer par contribuer aux charges de la SGDS par la prestation de la pré-collecte. Mais en oubliant que la loi a permis que ça soit les structures de pré-collecte qui fassent cette activité-là. Oui, mais ces structures, vous l'avez dit vous-même, aujourd'hui, n'existent plus vraiment. Et ce que vous n'avez pas dit, c'est que ces structures sont allées devant le tribunal du commerce. Oui, avant même d'aller devant le tribunal du commerce, ils ont pris par plusieurs voies. D'abord à la Cour constitutionnelle, et puis après... Ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché. Qu'est-ce que la Cour a dit? Ils sont allés... Non, la Cour n'était pas compétente pour ce genre de... Parce qu'ils n'avaient pas formulé... Ils ne devraient pas attaquer la SGDS, ils devraient peut-être attaquer le décret qui a créé la SGDS. C'était ce qu'ils devaient faire. Donc la Cour s'est déclarée incompétente. Ils sont allés en 2020 devant la Cour suprême. Ils ont pris contact avec le médiateur de la République. Et à un moment donné, le gouvernement a changé le directeur qui était là et qui avait organisé tout ce que je dis là. Oui. Le nouveau directeur, j'ai pris contact pour tenter une médiation pour un règlement à l'amiable. Et il y a une ouverture. Et il y a eu des séances avec Lucien, les structures de pré-collecte, pour trouver le moyen pour la SGDS
de rester dans son domaine de compétence parce que son objet social à la création, c'est la collecte et traitement. Ce n'est pas la précollecte. Étant donné que la précollecte était réservée aux structures de précollecte. Oui. Et donc, il y a eu cette ouverture à laquelle nous avons cru, moi aussi, et les structures de précollecte, et s'est engagé dans cette discussion, mais on s'est rendu compte que c'est un jeu de dupes. C'est un jeu de dupes. Ça n'a pas avancé. Ça n'a pas avancé. Et on vous dit, OK, faites votre proposition, faites une offre technique, je vais prendre, on envoie, on répond, on dit, bon, adressé à l'autorité compétente. Après, on vous envoie un courrier pour dire, il y aura appel à candidature, appel à concurrence, et après, l'UCN, la SGD, les structures de précollège saisissent l'ARMP sur l'appel à candidature, et devant l'ARMP, on se rend compte qu'il y a une contradiction de tout ce qui est en train d'être dit. Donc, devant l'ARMP, par exemple, la personne responsable du marché public de la SGDS, enfin, ils n'ont pas pu, la SGDS n'a pas pu produire la moindre pièce qui pourrait permettre à l'ARMP d'instruire le dossier. Et ils se sont comptés des déclarations qui sont à la limite des déclarations fausses, par exemple. Ils disent que leur conseil d'administration a validé le principe de contractualisation d'entente directe avec les structures de précollecte et que l'objectif est de recruter, vous entendez bien, l'objectif est de recruter des nouvelles entreprises de prestations. Donc en fait, clairement, les GIE les anciens là ne sont plus considérés. Oui. Ben, c'est pour ça que ces anciens sont allés devant le tribunal du commerce. Après toutes ces étapes-là, ils sont allés devant le tribunal du commerce. Oui, voilà. Oui. Après toutes ces étapes, ils sont allés devant le tribunal du commerce. Mais il faut aussi vous dire que dans les déclarations, vous allez voir, il y a plein de contradictions qui ont fait qu'on dit, mais dans ces conditions, on n'a pas espoir qu'un règlement à l'amiable puisse être fait. Donc on est dans un jeu de dupes. Et ils ont pu solliciter l'assistance d'un conseil pour aller devant les tribunaux pour régler ce problème. Il y a eu l'intervention de la Banque mondiale, il y a eu appel à la Banque mondiale qui a demandé de continuer les échanges au niveau national. Eh bien, nous sommes en train d'explorer toutes ces possibilités. Je pense qu'il y a eu quand même un recours gracieux adressé suite à l'arrêté interministériel qui demande que les recouvrements de la précollecte qui se faisait et qui a été rompu du fait de la SGDS, que ces recouvrements soient des contributions. Ça ne peut pas être une contribution au fonctionnement d'une société. C'est un financement mobilisé pour la filière de gestion des déchets. Ça pose un problème d'éthique. D'accord. Ça pose un problème. Et donc le dossier est toujours pendant devant le tribunal du commerce. Oui, moi je ne veux pas faire de commentaire par rapport à ce qui est en train d'être... Mais vous n'avez pas d'espoir en même temps, parce que quand on vous écoute, on a le sentiment que le sort... les dés sont pipés par rapport à l'existence de ces UCN qui ont saisi la Cour, puisque clairement vous avez dit que il n'y a pas possibilité de travailler à nouveau avec ces structures, il faut recruter de nouvelles structures. Oui, c'est en fait ça. C'est-à-dire qu'on balaye de revers de main les efforts des privés, des gens qui ont pris toute leur vie pour faire ça. On balaye de revers de main, on se moque éperdument de la situation de précarité dans laquelle on les a jetés depuis 4 ans. Et on continue comme si de rien n'était. Vous imaginez, vous lancez un appel d'offres. Et avant même de lancer l'appel d'offres, vous organisez des campagnes d'intoxication contre ces structures de précollecte. Mais quelle campagne? Vous avez vu la campagne où? Mais parce non, les autorités, par exemple, le directeur des opérations de la SGDS s'est retrouvé sur une des chaînes de la radio. Et tout ce qu'il a dit a été transcrit pour le confondre. D'accord. Donc, il y a des preuves, il y a tout ça. En fait, il y a eu un acharnement contre des patriotes. Parce que moi, j'appelle ces structures de précollecte des patriotes. Je les ai vus. J'ai contribué à leur essor.
La banque, tous les partenaires ont pourquoi eux-mêmes ne réagissent pas? Ils réagissent. Parce que c'est vous qui en parlez là, justement. Vous êtes rudologue, vous êtes technicien de la question, vous êtes un expert de la Banque mondiale. Vous n'êtes pas une structure de précollecte. Non, moi j'étais d'abord, avant même de me retrouver à faire l'étude et tout, j'étais déjà en 92 initié des structures de précollecte. J'avais même fait des projets avec des partenaires, coopération Belgique, pour financer la création, susciter les jeunes à créer ces services de précollecte. Donc, je suis impliqué dans la précollecte de façon indirecte. Pas que je suis acteur, que je dis aujourd'hui c'est mon activité. Non, depuis, à travers mon ONG, j'ai mené des actions dans ce sens. Et c'est le couloir par lequel je me suis retrouvé à la Banque mondiale aussi. D'accord. Donc on comprend que vous êtes du secteur, vous savez de quoi vous parlez et tout ça. C'est ça. D'accord. Alors, Monsieur Petrus Daou, tout à l'heure vous disiez que nous allons revenir sur les aspects légaux de la gestion de la précollecte notamment, parce qu'on va laisser la collecte et le traitement à la précollecte. Qu'est-ce que la loi dit concrètement pour revenir au dispositif légal? La loi, d'abord, la loi sur l'administration territoriale de 97 et la nouvelle loi de 2021, les deux lois ont été claires sur les compétences en matière de gestion des déchets. La loi dit que la gestion des déchets solides ménagers, il faut faire la différence entre les déchets solides ménagers et les déchets industriels. Les déchets solides ménagers, la gestion des déchets solides ménagers, collecte et traitement, c'est de la compétence des communes. La gestion des déchets industriels, c'est de la compétence du gouvernement, de l'État. Et dans le dispositif, dans tout ce que la loi a prévu pour l'État, c'est d'élaborer les normes et les standards et suivre et donner les orientations aux communes. Non pas que l'État va venir directement interférer dans le dispositif de gestion. C'est-à-dire que la compétence de l'État est bien connue par rapport à la déchet solide. Le cadre légal, le cadre légal est très clair là-dessus. Alors, quand vous laissez votre rôle de superviseur, de veilleur de choses, enfin de conscience, de dire, bon voilà, vous laissez ça pour venir à l'opérationnel, mais vous n'êtes plus dans votre rôle. C'est les mairies qui sont dans l'opérationnel. Mais les mairies, apparemment, se sont accommodées de la situation. Mais non, vous savez... Aucune mairie ne réagit, au contraire. Ça c'est un autre problème. Et ça, c'est là le paradoxe même. Parce qu'en réalité, les maires qui s'accommodent du droit et négocient le droit à leur manière, mais ne sont pas en train de respecter ce que la loi a dit. La loi n'a pas demandé qu'on remette ces compétences à une société, par exemple. Fut-elle une société de droit public? La loi dit, vous êtes responsable. J'aurais aimé que la société SGDS fait la collecte transport des déchets pour le compte des communes. Plutôt le contraire, que ce soit eux qui fassent et que c'est eux qui gèrent le financement. Les problèmes que les mairies, les communes ont eus dans la gestion des déchets sont liés au manque de financement. L'État central n'a jamais pu mettre à la disposition des mairies les ressources qu'il faut pour faire face aux charges liées à la collecte. Il paraît que c'était beaucoup d'argent. En fait, c'est ça le problème. Il paraît que c'était très cher, ça. Oui, mais aujourd'hui, la SGDS, quand on reste dans l'hypothèse qu'ils font le ramassage, qu'ils font la collecte transport, mais c'est avec des ressources. Pourquoi ne pas mettre ces ressources à la disposition des communes, quitte à ce que les communes payent la SGDS pour le service qu'elle doit faire? Pourquoi on pense que la SGDS doit gérer l'argent, doit gérer le financement et faire le travail, et c'est le gouvernement qui lui envoie? Je vous dis, par exemple, le décret, il y a eu un conseil des ministres qui a octroyé 10 milliards de francs CFA à la SGDS pour faire de la gratuité pour la précollecte, ramassage des déchets. Monsieur Abal, je vous donne ce schéma-là. Le gouvernement fait une ordonnance. Il découvre que 50% des ménages ne sont pas encore abonnés aux structures de précollecte. Et il vous dit,
je vous donne 10 milliards pour l'ensemble des villes, parce que la SGDS était créée rien que pour la ville de pour les 5 villes de Grand-Noko. Je vous donne 10 milliards pour que pendant 1 an, vous fassiez le travail gratuitement aux ménages. Donc l'État a préfinancé, on peut le dire comme ça. Voilà. Mais quand l'État préfinance, l'État ne vous dit pas d'aller remettre en cause l'acquis, les acquis de financement de la précollecte. Mais l'option, ce que vous devez choisir lorsqu'on vous donne cette possibilité, c'est de dire, OK, je vais m'orienter vers les 50% qui ne bénéficient pas encore de ce système et qui ne se sont pas abonnés. Parce que les autres 50% que les structures de précollecte ont pu réaliser, ils l'ont réalisé par leur force, la sensibilisation, des négociations, c'est pendant des années, avec des accompagnements. La SGDS refuse de faire cet effort d'aller vers les ménages qui ne bénéficient pas et se contente de bousculer, d'enlever les structures de précollecte pour s'accaparer de leurs abonnés. Donc l'acquis, ils vont prendre l'acquis pour leur compte, alors qu'on leur a donné un financement pour dire aller vers ceux qui ne bénéficient pas. Parce que 10 milliards, 1 an, n'est même pas suffisant pour la précollecte lorsqu'on doit arriver. Parce que l'objectif du gouvernement dans le projet de modalité est d'arriver à 100% dans 4 ans. Mais si l'objectif est ça, on vous donne 10 milliards, vous n'allez pas combattre ce qui est déjà acquis. Vous devez aller vers les 50% qui ne sont pas encore acquis pour pouvoir atteindre les 100%. Je vous dis, allez faire vos investigations pour vous rendre compte de la situation aujourd'hui, pour savoir si après 4 ans, la SGDS est à 100% de la collecte, ou bien si on est à 100% de la précollecte et de la collecte des déchets. Voilà un peu, c'est là moi mon problème. C'est-à-dire qu'on a fait confiance, l'État a fait confiance à des cadres qui sont mis au sein de la SGDS, mais qui préfèrent ramer à compte courant de toutes les préconisations, même des rapports du gouvernement, même de l'existant. Quand vous venez dans un secteur, vous vous appropriez de ce qui est fait, on part de ce qui est déjà fait. Oui. On n'invente pas, il n'y a rien à inventer. D'accord. De toutes les façons, les structures sont allées devant qui de droit pour que, si on peut l'appeler contentieux, pour que ce contentieux soit vidé. Tout à fait. Totalement. Oui. Donc, ensuite, la loi sur l'hygiène, portant l'hygiène publique en République du Bénin a été claire dans son article 18. Les déchets solides ménagers sont enlevés par les structures de précollecte. Les structures de précollecte, jusqu'à preuve de contraire, c'est les GIE, PME organisées dans les différentes villes aujourd'hui. La SGDS n'est pas une structure de précollecte. Mais la SGDS va en collaboration avec des structures de précollecte. Non. Normalement, pour le faire. Non, oui. Parce qu'ils ont dit, et vous l'avez dit vous-même, qu'ils ont dit qu'ils vont contracter avec de nouvelles structures. Oui, mais voilà. des nouvelles structures ne sont pas des structures. En fait, la notion de structure, la structure est un organisme bien organisé en place, avec des acteurs, des objectifs précis, avec un cahier de charges précis. Oui. Tout ce qu'il y a, c'est que les structures de précollecte, en fait, c'est une ouverture à la création d'emplois. Si, par exemple, vous constatez dans votre quartier que les déchets ne sont pas ramassés et qu'il y a eu un besoin de ramasser des déchets dans les ménages, eh bien, vous initiez, vous créez une entreprise, une PME, pour faire ça. Pour aller vers les ménages, les sensibiliser et adhérer à la structure de précollecte de votre commune, ou d'abord au GIE de l'arrondissement et à la structure de précollecte de votre commune, pour pouvoir être dans les règles. Mais ce que je vous demandais, M. Petrus, la SGDS, voilà, exactement, a quand même des partenariats avec des structures de précollecte. Je vais vous dire, il y a le cas des structures des GIE, de Semenkodji. Ils sont allés chercher parmi les structures de précollecte des PME, des individus, avec qui ils ont contracté. Voilà. Pour donner l'impression que c'est avec les structures de précollecte. Pourquoi vous pensez que c'est pour donner... Non, les structures de précollecte sont connues. Réalité, oui. Les autorités les connaissent.
Le ministère de cadre de vie connaît. Les anciennes structures. Non, quand vous dites anciennes, les autres ne se sont pas déclarées. Oui, peut-être que, c'est ce que je vous dis, peut-être que ils veulent contracter avec de nouvelles structures, en fait. Oui, mais c'est là. Votre problème, c'est qu'on laisse les anciens, en fait, réalité. En fait, c'est ça. On ne doit pas laisser les anciens. Oui, c'est ça qui vous dérange. Mais ils ne sont même pas anciens, c'est leur activité, en fait. C'est-à-dire que coller à des gens qui ont créé, avec tous ces efforts, les déclarer du jour au lendemain, vous êtes ancien, vous ne pouvez plus, et aller voir de nouvelles structures. Vous savez ce qu'ils appellent nouvelles structures? Non, je vous demande de faire vos enquêtes pour comprendre ce qui est derrière tout ça. Pour comprendre ce qui est derrière tout ça. Expliquez-nous, non, parce que vous êtes sur le parce plateau. Que quand vous dites nouvelles structures, ça veut dire que ces structures n'ont pas une compétence en la matière, n'ont aucune expérience en la matière. Parce que la précollecte, ce n'est pas seulement aller prendre les poubelles à la maison. C'est beaucoup plus que ça. Il y a des acquis. C'est des acquis. C'est la sensibilisation. C'est la négociation. C'est la proximité du service. C'est également la notion de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que vous êtes dans un milieu où vous travaillez non pas parce que vous êtes à la recherche d'un profit, mais vous êtes à la recherche d'un résultat. Et tous les grands pays qui se sont développés ont multiplié des initiatives des PME du genre, comme le cas de la Suisse, par exemple. Et on est en train d'évoluer dans ce cas-là. Aujourd'hui, si vous constatez, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'idées inventées de part et d'autre pour disqualifier ceux qui sont dans l'activité. Et ce n'est pas fermé. La structure de précollecte, par exemple, c'est ouvert à tout jeune qui veut s'inscrire, qui veut s'engager dans l'assainissement de son quartier. Vous constatez, vous faites la sensibilisation, vous allez vers les gens, et puis vous commencez le service, vous intégrez les structures de précollecte pour être en règle. La loi dit qu'il faut être une structure de précollecte pour faire la précollecte. Et donc, le problème même, c'est que la SGDS n'a rien à voir dans la précollecte. Dans la précollecte. Ça, en fait, c'est le problème. Elle n'a rien à voir. Au titre de la loi, d'ailleurs. Oui, au titre de la loi, elle n'a rien à voir dans la précollecte. Elle se contente. Si elle a un accord avec les mairies, puisque les mairies, c'est collecte et traitement, se contente de leur accord de collecte et traitement. Pour faire pour laisser les autres. Parce que quand on va venir évaluer, on dira les acteurs puisque c'est une filière, je vous ai dit, la loi sur le décret sur la gestion des déchets définit la filière en 3 étapes, la pré-collecte, collecte et traitement. Mais en matière de filière, on ne remet pas une filière toute une filière à une société. Tout le processus. Tout le processus. Vous ne pourrez pas l'évaluer. Il sera tam-tameur, danseur, jugé parti. En fait, oui. Alors, donc, est-ce que ce n'est pas aussi la recherche d'une certaine efficacité qui fait qu'on demande à la même de précollecter, de collecter, de traiter? Il y a quand même une chronologie qui est très claire, qu'on pourrait confier à une seule personne morale. Ça ne marche nulle part comme ça. Dans aucun État, ça ne se passe comme ça, puisque une filière fait appel à de différents financements, à de différents acteurs. Et chaque acteur est évalué dans son domaine. Et je vous dis, la pré-collecte est fortement dépendante de la collecte. Lorsque la collecte transport ne marche pas, c'est la pré-collecte qui souffre. Et c'est ça que les autres ont eu comme des problèmes pendant tout le temps, parce que la collecte ne marche pas. Et donc, on peut situer les responsabilités pour dire, est-ce que vous, quand les précollecteurs ont amené au point de recouvrement centre de travail, est-ce que vous êtes venus enlever? Puisque si vous n'enlevez pas, il serait difficile pour eux d'apporter au point de regroupement. Et donc, si ça s'enlève régulièrement et qu'on constate sur le terrain que les déchets ne sont pas enlevés, on va interroger les acteurs de la précollecte. Et il y a eu un accord. Il y a un accord, une convention qui a été suscitée par le chef de l'État entre les communes et les structures de précollecte, signée de tous les acteurs, qui dit que les structures de précollecte, avec un cahier de charges précis, que s'ils ne les remplissent pas, on a la possibilité de les sanctionner. Il suffit de mettre le mécanisme de suivi en place pour que ça fonctionne. Mais au niveau des mairies, on a constaté du jour au lendemain que plus personne ne veut s'intéresser à cette convention au détriment d'une nouvelle société créée pour faire la collecte, mais qui veut
forcément aussi faire la précollecte. D'accord. Ok, c'est compris. On a bien compris vos explications. Mais on a évolué quand même dans le dossier. C'est vrai que le gouvernement a octroyé 10 milliards pour une année, mais déjà à partir de janvier, désormais, les ménages doivent payer l'enlèvement de leurs ordures. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette décision, Monsieur Daou Petrus? Que les ménages payent l'enlèvement des déchets, c'est un fait, c'est une évidence. Mais dans votre problème, c'est on paye à qui, c'est ça? Pardon? On paye à qui, c'est ça votre problème? Oui, on paye à qui? Et qui doit faire le travail? C'est ça le problème. On ne peut pas aussi facilement enlever le travail des autres, prendre leurs ressources pour soi. Et le décret dit, pour contribuer au financement, au fonctionnement de la SGDS, comme si, préalablement, ce n'était pas un financement de la précollecte. Il y a la différence entre contribuer au fonctionnement de la SGDS, qui est une société, et le financement de l'activité elle-même. Ce que les structures de précollecte faisaient par le recouvrement, c'est le financement de la précollecte pour pallier au déficit du financement de la gestion des déchets. Et c'était un acquis. On a mis ce dispositif dans toutes les autres, dans d'autres pays où nous sommes allés travailler, nous avons indiqué, et c'est un atout. On ne peut pas mettre ces atouts-là par terre parce que quelques cadres au niveau de la SGDS veulent que ça soit comme ça. Donc, en fait, ce financement ou ce paiement-là, normalement, si on vous écoute bien, devrait revenir aux structures de précollecte. On devrait restituer, on devrait restaurer les structures de précollecte dans leurs compétences. Et que la SGDS se retire à cette compétence avec les mairies. Et là, on fera une évaluation pour s'assurer de qui fait quoi et comment ça fonctionne. En dehors de la justice, en dehors du tribunal de commerce, quelles sont les autres actions administratives? C'est vrai que vous avez parlé de recours administratif tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres actions que vous menez pour vous faire entendre de la plus haute autorité de notre pays? Plusieurs courriers ont été envoyés au chef de l'État. On n'a pas eu de suite. Plusieurs courriers ont été envoyés à d'autres organisations qui ont répondu, comme la Banque mondiale, qui demande de poursuivre les échanges avec l'État au niveau national. Et ça veut dire que la Banque mondiale a pris position sur le dossier. La Banque mondiale suit le dossier, nous le savons. Oui, la Banque mondiale a dit qu'elle prend au sérieux les préoccupations des structures de précollecte, qu'elle prend au sérieux les préoccupations des structures de précollecte et a indiqué que dans ce cas de partenariat qu'ils ont eu sur le projet PUGEMU, c'est-à-dire investir pour le PUGEMU, et revient au gouvernement de faire le reste. Mais il n'y a pas que la Banque mondiale seule qui est investie dans le PUGEMU. Les structures de précollecte dont nous parlons ont également investi de façon indirecte dans la mise en œuvre de ce projet. Donc il y a également leur investissement qui est mis en cause. Il y a cet acquis social de création d'emplois mis en cause. Il y a, vous voyez, on enregistre depuis 4 ans des situations de précarité énormes. Dans le secteur. Dans le secteur. Vous imaginez, presque chaque an, vous avez 5 à 6 personnes qui décèdent du fait, qui sont dans cette corporation parce qu'ils n'ont pas les moyens pour se donner les soins. Certains enfants sont à la maison. C'est-à-dire la misère, les veuves partout. Il y a toute une misère autour. Et le cri de cœur qu'on lance. Et puis, il y a aussi que le ministre le cadre de vie? Non, le ministre de cadre de vie qui connaît bien le secteur. Bon, je ne sais pas la position. Mais comment vous ne savez pas la position? On peut dire que c'est le ministère de tutelle. On a adressé, concerné par oui, dossier. Moi, par exemple, pendant le projet PUGEMU, dans le cadre d'une autre mission, d'une délégation que j'ai conduite pour le compte de la Banque mondiale, j'ai profité pour un peu toucher le ministre de cadre de vie, Tonato, sur les orientations, au début, qu'il veut donner après le projet PUGEMU sur la gestion des déchets. Ben, il m'a dit, l'État va faire à la place des communes et après leur retourner ça. Bon, l'État va faire à la place des communes et retourner. Bon, l'État va faire à la place des communes. L'État a-t-il les ressources humaines nécessaires pour le faire? Parce que chaque commune dispose d'une direction technique, direction des services techniques. Il y a
tout ce qu'il faut. Mais C'est le financement qu'on ne leur a pas donné. S'il y a tout ce qu'il faut au niveau des mairies, ça veut dire qu'il y a aussi tout ce qu'il faut au niveau de l'État central. Non, ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a tout ce qu'il faut au niveau des mairies, et que le problème des mairies, c'est de ne pas avoir les financements, eh bien, la solution n'est pas de faire à leur place. Peut-être que le financement n'était pas bien géré. Vous connaissez un peu la problématique. Oui, mais quand on dit que le financement n'est pas bien géré au niveau des communes, on ne pourra pas dire que les financements sont aussi fortement bien gérés au niveau de l'État central. Mais qui est garant de ça? C'est l'État. Oui, mais le problème, si l'État est garant de ça, je ne dis pas qu'il faut mal gérer, du tout pas. Mais c'est l'État qui met le dispositif de contrôle en place. Par exemple, c'est l'État qui dit, c'est lorsque je constate que je débourse les fonds. Il y a une façon de faire. On ne peut pas dire que la seule manière de faire, c'est de les déposséder de leurs compétences. Non, c'est faux. Ça, c'est faux. On ne peut pas dire que pour résoudre un problème, il faut couper l'arbre pour avoir le fruit. C'est pas vrai. D'accord. Mais après tous ces appels, tous ces courriers qui sont restés sans suite, infructueux et tout ça, qu'est-ce que vous entendez faire? Mais moi, j'admire l'espoir des structures de pré-collège. Chaque fois, quand je suis avec eux, ils espèrent et ils croient en la justice. Ils sont devant les tribunaux. Malgré tout ce qu'on dit de la justice aujourd'hui, ils continuent de croire. On va voir ce que la justice va décider. Si la justice décide autrement, qui n'est pas en leur faveur, eh bien, bon, on verra bien ce qui va être. Mais ce que je peux vous dire, c'est que une société créée dans ces conditions, vous le savez bien, n'est pas une société durable. Pourquoi? Comment vous pouvez trancher sur cette question? Si les résultats sont probants et qu'en fin d'exercice, on fait un bilan qui est satisfaisant, la société continue son activité. Non, c'est remettre en cause les dispositions de la loi au profit d'une stratégie. C'est pas vrai. Ça ne se fait pas. Mais il y a quand même si la loi a prévu comme ça, faites tout possible pour rester dans le cadre de la loi et mettez votre stratégie en place dans le cadre de la loi. La SGDS n'est pas dans ses compétences lorsqu'elle s'intéresse à la gestion des déchets solides ménagers. Et ce qui est sûr, quel que soit, parce que la SGDS n'existait pas. Il a fallu un régime pour que la SGDS apparaisse. Il y aura bien d'autres régimes, demain ou après-demain, qui Ça fait partie de vos espoirs? Non, non, c'est le problème pour moi. Non, moi, je reste légaliste. Qu'il y aura des régimes qui trouveront qu'on peut mettre des stratégies en place tout en respectant ce que la loi a prévu. En mettant les moyens qu'il faut à la disposition de qui de droit, qui ont la compétence de gérer et d'arriver à ça. Parce que si nous ne le faisons pas, mais l'État central a beaucoup de choses à faire que de se couper des déchets. Si le principe de la décentralisation est acquis, et qu'on dit que les communes ont une compétence donnée dans tel domaine, mais ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Mais on dit que c'est les communes. Si aujourd'hui on n'accompagne pas jusqu'à mettre en place cet acquis-là pour que les communes aient des ressources pour bien gérer, quand est-ce qu'on va le faire? Nous allons toujours dire, bon, la loi a dit ça, mais ça ne se fait pas, on va faire autrement. C'est une façon de contourner la loi. Oui. Et je ne suis pas contre le fait que la société soit créée, quand bien même ça ne répond pas à la loi. Mais quel est le domaine de compétence? Cette société peut faire des prestations pour les communes et les communes vont les payer puisque les communes vont évaluer leur travail. Les directions des services techniques vont vérifier si la société enlève convenablement ou assure le traitement des déchets comme il le faut. Les communes vont également évaluer les structures de pré-collecte pour voir. Parce que même dans la convention des structures de pré-collecte et les communes, il est prévu que les structures de pré-collecte vont payer un pourcentage des redevances qu'ils perçoivent chez les ménages. Vous voyez un peu ce que je suis en train d'expliquer. On prend par exemple un arrondissement INS. On dit, vous avez 20 000 ménages. Les 20 000 ménages, organisez-vous pour que tous les 20 000 ménages soient abonnés et qu'ils payent chez vous.
Mais moi, la mairie dit, je fais un point sur les 20 000 ménages. Eh bien, si votre recouvrement est tel, moi, je prends tel pourcentage. Je ne veux pas attendre que vous me disiez que tous les ménages ne sont pas abonnés, mais que vous me versiez, moi, ce que je veux. Ouais. Ça va susciter en chaque acteur l'obligation de travailler à atteindre le résultat. Parce que si tu n'atteins pas le résultat, on t'enlève l'activité. D'accord. Votre message aura été compris, M. Petrus Daou. Alors, je veux quand même vous poser une question, notamment sur, vous dites qu'on ne gère pas les déchets au Bénin, qu'on fait des enlèvements et tout le reste de déchets. Mais quand on enlève les déchets, quand on précollecte, quand on collecte, l'opinion veut quand même savoir là où on va déposer ça. C'est à quelle fin? Comment est-ce que c'est géré, toutes ces tonnes de déchets? La Banque mondiale, la filière, comme je vous ai dit, au niveau de la précollecte, on a les points de regroupement. Oui. Et au niveau de la collecte, on a les centres de transfert. Et au niveau de traitement, on a les décharges. Les décharges finales, on a 2 décharges. La Banque mondiale a contribué à construire des décharges. Il y a aussi le Fonds canadien pour les décharges qui a contribué également à ça de OSR. Donc il y a TACON et OSR pour le Grand Nord. C'est les deux sites où chutent les déchets. Mais quels sont les déchets qui doivent aller à la décharge? Les déchets ménagers, solides ménagers. Pas uniquement. Les déchets industriels aussi. Non, bon, ça dépend. Oui. Mais le problème, c'est quel type de déchets on doit amener à la décharge. Quand vous prenez nos poubelles, quand vous étudiez les poubelles des ménages, vous avez un peu plus de 50% des déchets, des biodéchets. Les biodéchets vont dans le dispositif de valorisation, de traitement pour fabriquer du compost. Okay. Vous avez une partie des déchets, des verres, des plastiques qu'on peut récupérer. On ne peut pas tout ramasser. Et reconditionner. Et tout envoyer à la décharge. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est fait actuellement? Il y a qu'on peut constater que c'est presque ça qui se fait aujourd'hui, de manière à ce qu'on est en train de fermer vite les alvéoles des décharges, par exemple. La décharge n'est pas une solution efficace en matière de la filière. Elle reste une solution parce qu'on n'a pas d'autre. Sinon, les déchets doivent être traités presque à 100%. Donc, en fait, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. C'est pourquoi je dis qu'on ne gère pas encore. Je prends le cas des déchets dans l'espace de la zone résidentielle, puisque on a des expatriés, des gens qui comprennent et qui payent et tout. On a fait des études, on a constaté que dans le cadre du PUGENI, 95% des déchets sont valorisables. Les 5%, c'est des déchets ultimes. C'est-à-dire, on arrive à dire, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on peut faire avec. Les 5% des déchets, on peut les envoyer à la décharge. Mais les 95%, on doit mettre un dispositif en place pour les revaloriser, pour les recycler. C'est là qu'on parle de la gestion des déchets. Sinon, c'est facile, lorsqu'on parle de ramasser et transporter. Ce n'est pas à ce niveau qu'on parle de la gestion des déchets. Mais la valeur qu'on donne à chaque déchet et la manière dont on procède à la gestion de ces déchets. C'est pour ça que je dis que les déchets ne se gèrent pas. Mais allez faire le point pour voir comment est-ce que les déchets sont recyclés. Quel est le gisement qui est recyclé? Dans tout le contenu des poubelles avec les caractéristiques, les typologies des déchets, lesquels font objet vraiment de traitement. Or, les structures de précollecte qu'on a mis en cause étaient très avancées dans cette activité de recyclage. D'accord. On vous aura compris, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Monsieur Daou Petrus, je vous laisse, comme je le dis souvent à mes invités, le soin de conclure l'entretien. Oui, je voudrais simplement d'abord remercier TV, Eden TV, oui. Et dire que il faut qu'aujourd'hui, les cadres rentrent dans la ligne tracée pour une gestion efficace, efficiente des déchets solides ménagers. Aujourd'hui, les acteurs, on doit confier à chaque acteur, chaque filière, et respecter les dispositions de la loi. L'opération de la précollecte revient aux structures de précollecte, que ça soit respecté, que ça soit suivi, et qu'on mette des dispositions en place de manière à ce qu'on puisse les évaluer et apprécier ce travail. Qu'on puisse arriver à ce que
les mairies puissent rentrer dans leurs compétences pour dire que moi, je veux suivre les déchets qui sont produits dans ma commune et payer la structure qui va me faire le transport. Si c'est la SGDS, tant mieux. Okay. Ça doit être respecté comme ça. Parce que vous savez, même le ministre de la décentralisation a interpellé les maires sur leurs compétences en matière de gestion des déchets et a demandé que les structures de précollecte, enfin les structures de précollecte soient dynamisées, soient redynamisées pour permettre une bonne gestion des déchets. Ça veut dire que l'autorité centrale, au niveau élevé ministère, comprend bien ce que nous sommes en train de dire, que chaque acteur doit rester dans son couloir pour que la gestion des déchets solides ménagers soit une réalité. Merci beaucoup, Monsieur Petrus Daou. Je rappelle très rapidement que vous êtes rudologue, vous êtes un expert international de la Banque mondiale pour la gestion des déchets. Avec vous, on a parlé justement de cette problématique de la précollecte, de la collecte et du traitement des déchets. Vous avez abondamment défendu le cas des structures de précollecte qui doivent être remises dans leur rôle de précollecte et en bénéficier largement. Ouais. Et vous nous avez rappelé également le champ légal qui encadre justement ces différentes activités. Merci beaucoup pour votre passage sur notre plateau. Nous espérons vous retrouver très bientôt sur d'autres problématiques, notamment sur le traitement des déchets, parce que on n'a pas beaucoup d'informations sur ça. De techniques, exactement, les techniques et tout ça. Donc on ouvre, il y a une ouverture pour continuer les discussions avec vous. Voilà. Merci chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs Diaspora FM. Je vous retrouve dimanche prochain, si Dieu le veut, pour un autre numéro de votre émission, l'entretien du dimanche. Pour le moment, je vous souhaite un très bon appétit si vous êtes à table. À dimanche prochain.